Les configurations d'entreprise sont une théorie créée par Henry Mintzberg. C'est un économiste canadien. Il fait partie des 20 gourous du management. Cette théorie permet de faire des distinctions entre différents types d'organisations et de mieux comprendre pourquoi de bons conseils pour une organisation peuvent être un véritable poison pour une autre. C'est donc un outil indispensable aux managers et à tous les coachs en entreprise. Voyons d'abord ces différentes configurations. Nous verrons ensuite comment les utiliser. Les entreprises entrepreneuriales sont de petites entreprises avec un patron qui dirige tout. Chaque employé doit suivre les ordres du patron. Par exemple, l'entrepreneur qui surveille constamment ses ouvriers. À l'opposé, les bureaucraties simples sont de grandes entreprises ou des administrations. Les cadres y construisent des procédures que tous les employés devront suivre à la lettre. L'initiative des employés n'est pas la bienvenue. Le métier de la plupart de ces employés ne nécessite pas un haut niveau de formation et sont donc facilement interchangeables, car le temps de formation sur poste est relativement court. Il y a aussi l'entreprise divisionnalisée, particulièrement adéquate pour les entreprises de très grande taille qui interviennent sur des produits très différents ou localisés dans différents pays. Quand une division n'est plus rentable, c'est facile de la couper du centre administratif et cela n'a pas d'impact sur les autres filiales. Il y a ensuite deux types de méritocratie. Ce sont des entreprises moyennes dans lesquelles le personnel a un haut niveau de formation et pour lequel il s'attend à recevoir de la reconnaissance. Il y a d'abord la bureaucratie professionnelle, dans laquelle le métier nécessite des tâches répétitives et les services seront séparés, voire autonomes. Comme par exemple une polyclinique dans laquelle un dentiste soignera des caries tout au long de l'année et pour lequel les gynécologues ne pourront faire aucun commentaire sur sa façon de travailler. La seconde méritocratie est l'adocratie. Ça n'a rien à voir avec les capitaines ad hoc, ça vient de ad hoc qui signifie parfaitement adapté. C'est également une entreprise moyenne avec un haut niveau de formation de son personnel. Par contre, les tâches ne sont pas répétitives. Elles peuvent changer en cours de mission. Et tout est organisé en fonction de projets, pour lesquels l'équipe est constituée sur base des besoins de compétences. Une autre configuration est l'entreprise missionnaire, dans laquelle chacun a une implication forte avec un idéal fort, comme Greenpeace ou la Croix-Rouge. Enfin, la dernière des configurations, celle qui pend au nez de chaque entreprise, c'est l'arène politique. Chacun suit son propre intérêt, même au détriment de l'organisation. Les gens y font des coalitions contre les autres. La manipulation est très développée. Les forces de l'entreprise sont tiraillées dans des directions variées. Si un dirigeant n'y prend garde, son organisation glissera tôt ou tard vers cette configuration. Et là, il ne va pas rigoler. Chaque configuration a un élément qui constitue sa force. Pour l'entrepreneurial, c'est la direction. Pour la bureaucratie simple, c'est l'efficience. Pour les divisionnalisés, c'est la diversification. Pour la bureaucratie professionnelle, c'est la compétence. Pour l'adocratie, c'est l'apprentissage. Pour la missionnaire, c'est l'idéal. Pour l'arène politique, il n'y en a pas. Le premier intérêt de cette théorie est de pouvoir vous poser la question de votre intérêt pour quel genre d'entreprise et quelle fonction. Dans une entrepreneuriale, être un patron qui décide tout ou un ouvrier qui fait ce qu'on lui dit. Dans une bureaucratie simple, être un cadre qui décide d'une procédure ou un employé qui suit simplement les procédures qu'on lui a données. Dans une entreprise divisionnalisée, pour travailler au siège social, à contrôler les finances des filiales. Avez-vous un haut niveau de formation? Souhaiteriez-vous travailler dans une méritocratie? Dans une bureaucratie professionnelle, faire son métier avec compétence, un peu la même chose tous les jours? Ou être responsable de service dans lequel vous avez pratiquement tout pouvoir, au risque de pouvoir même en abuser? Ou dans une adocratie, pas beaucoup de hiérarchie, fonctionnement en projet, avec un travail qui change régulièrement, auquel il faut s'adapter, chercher des solutions que d'autres ne voient pas? Ou préféreriez-vous travailler dans une organisation missionnaire, poursuivre un grand idéal qui colle à vos convictions? Pour l'arène politique, personne ne veut y travailler.
mais pas mal de gens s'y laissent enfermer et des fois subissent du harcèlement moral. Pire, quelquefois, ils finissent eux-mêmes par se mettre à harceler. À vous de choisir le type d'entreprise qui vous convient et dans lequel vous serez heureux. Voyons maintenant comment on peut utiliser ce modèle. Prenons l'exemple d'une entreprise de consultance en informatique. C'est quoi leur métier et qui est leur personnel? Celui-ci doit avoir un haut niveau de formation. C'est donc une méritocratie. Il fonctionne en projet, les tâches ne sont pas répétitives puisqu'elles changent à chaque projet, et on leur demande de s'adapter. Il est assez évident qu'une configuration d'adocratie s'impose. Le souci, c'est que les adocraties sont très peu connues. Les consultants sont passés par l'école, qui était une bureaucratie, et leurs parents ne leur ont parlé que des bureaucraties. Si dans notre exemple l'organisation devrait prendre une configuration adocratique, le personnel ne sait pas vraiment comment s'y comporter. Il faut donc faire des choses spécifiques pour faire vivre une adocratie. Créer une culture d'entreprise et une organisation adéquate. Pour cela, les outils de la PNL seront très pratiques. La culture d'une entreprise est constituée par ses valeurs, ses croyances, ses métaprogrammes et ses rituels. Dans une adocratie, les croyances qui s'imposent sont priorité aux besoins du projet, les envies de chacun passent après, c'est la culture de la mission. Personne ne devrait être en surcharge de travail. Cela veut dire que chacun doit demander de l'aide s'il en a besoin et que chacun regarde autour de lui pour identifier un collègue qui en aurait besoin. À charge de revanche, si j'aide quelqu'un, il sera présent quand j'aurai besoin de lui plus tard. C'est la culture du soutien. Mon idée doit être martyrisée par d'autres avant de la mettre en pratique. Cela évite qu'une personne tombe amoureuse de son idée, qui pourtant ne serait peut-être pas forcément la plus parfaite. C'est la culture de la coopération et du feedback. Pour cela, on attendra de la part de chacun qu'il manifeste certaines attitudes. En PNL, on parle de métaprogramme. Dans une adocratie, on attend de vous que vous soyez actif, c'est-à-dire attentif aux problèmes qui pointent leur nez, que vous posiez des actions pour le résoudre, et donc de ne pas fermer les yeux. Si vous ne pouvez rien faire concrètement, vous pouvez au moins en parler avec la personne qui peut s'en occuper. Orienter système, c'est-à-dire que vous puissiez mettre de côté vos intérêts personnels et que vous cherchiez l'intérêt pour le projet et pour l'ensemble des personnes qui seront impactées par ce que vous faites. Aller vers des solutions plutôt que s'éloigner des problèmes. Dans les échanges au sujet d'un point, être en accord, c'est-à-dire ouvert à discuter de tout, se mettre ensuite en désaccord pour challenger la solution, et quand la décision est prise, se remettre en accord et travailler comme un seul homme à la réalisation de la décision, même si ce n'est pas mon idée. C'est décidé, alors on ne sabote pas. On attend aussi que chacun prenne le feedback et en fasse quelque chose. Mais si on donne du feedback aux gens, il faut qu'ils ne fassent pas de confusion nivologique, c'est-à-dire de le prendre mal, de le prendre au niveau d'identité au lieu des comportements, des compétences ou des attitudes. Pour implémenter une telle culture, il faudra mettre en place une certaine organisation comme faire des communications particulières pour sensibiliser le personnel à ce qu'on attend d'eux, donner des formations sur les outils cognitifs qui doivent être communs à tous, donner du coaching de groupe pour expérimenter cette culture et ces outils au travers de la résolution de problèmes concrets, mettre en œuvre des projets internes pour s'entraîner à gérer des projets avec cette nouvelle culture, mais bien sûr, faire tout cela dans un esprit adocratique. Par exemple, un formateur dans une formation ne doit pas expliquer tout clairement, ce qui entraînerait les participants à le suivre. Il doit au contraire donner des explications de telle manière qu'elles rendent les participants curieux et actifs, voire frustrés. En tout cas, acteurs dans leur propre apprentissage. Tous ces plans d'action sont particulièrement adéquats pour une adocratie, mais seraient par contre source de dysfonctionnement dans une bureaucratie. On ne peut donc généraliser les conseils, ils doivent dépendre du projet de l'organisation et donc de sa configuration. Pour en savoir plus, lisez le livre « Les 3 types de coaching »